Comptoirs et réseaux transnationaux chinois, moteurs de l'orpaillage illégal en Guyane française. C'est le nom d'une étude publiée la semaine dernière par la Fondation pour la recherche stratégique. Une étude qui se penche donc sur une dimension pas ou peu abordée dès lors que nous parlons d'orpaillage illégal, sujet phagocyté en quelque sorte par l'image du garimperos brésilien. Or, et c'est ce dont on va parler ce matin, sans la présence et la participation de ces comptoirs chinois, de ces acteurs chinois qui sont installés tout le long du Maroni et plus généralement chez nos voisins du Suriname, eh bien le fonctionnement de toutes celles et tous ceux qui vivent de l'orpaillage illégal ne serait pas le même, moins organisé sans doute et moins opérationnel. Pour en parler, l'un des auteurs de cette étude est notre invité ce matin, Simon Menet. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Simon Menet. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vous avez donc écrit cette étude aux côtés d'Antoine Bondaz. J'aimerais déjà qu'on commence par dire quelque chose et c'est d'ailleurs ce que vous précisez à la fin de votre étude, que votre travail, je vous cite, ne vise nullement à accuser l'ensemble des communautés chinoises en Guyane et au Suriname. Je tenais à le dire parce que le sujet il est quand même assez sensible et que pendant tout cet entretien on va parler de Chinois, de la communauté, de la diaspora chinoise. Ça me semblait important de le dire pour ne pas créer de confusion. On va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais déjà vous entendre pour être clair et précis d'entrée de jeu. Ces acteurs chinois, quand vous parlez de Simon Menet, leur réseau, les comptoirs, les membres de la communauté chinoise qui sont impliqués directement ou indirectement d'ailleurs dans l'orpaillage illégal, il s'agit de qui? Précisément pour les personnes qui n'ont pas lu votre travail, où est-ce qu'on trouve en fait toutes ces personnes et qu'est-ce qu'elles font finalement? Alors c'est une très bonne question et l'important c'est bien de voir d'abord, et c'était tout l'intérêt des acteurs chinois, c'était le terme qu'on a voulu utiliser parce qu'on voulait bien montrer que c'était pas l'État chinois ou la Chine dans son ensemble ou tous les Chinois dans leur ensemble. C'était vraiment l'objectif de pas aller sur ce terrain-là. Mais l'idée, c'était de montrer qu'il y avait d'abord donc ces comptoirs chinois, on les appelle comptoirs pour aussi les dissocier par rapport aux magasins, au commerce traditionnel qu'on connaît. Des comptoirs, on parle à peu près de 120 comptoirs chinois établis le long de la rive surinamaise du Maroni, qui approvisionnent l'orpaillage illégal. On pourra de toute façon en discuter davantage là-dessus. Et avec ces comptoirs, les réseaux transnationaux, les réseaux criminels transnationaux chinois qui les accompagnent, et les réseaux, alors là davantage communautaires, qui ne les accompagnent pas directement, mais sur lesquels ils peuvent s'appuyer, ils peuvent bénéficier sur l'influence chinoise qu'il y a notamment au Suriname, qui permet d'avoir des relais vis-à-vis des autorités locales, vis-à-vis des autorités chinoises au Suriname. Voilà, c'est globalement un peu ce qu'on veut dire. Oui, on est bien d'accord que le gros de ces activités illégales, elles se situent pour la plus grande majorité, en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, tout le long de la frontière entre la Guyane et le Suriname, et même à l'intérieur du Suriname, à Paramaribo et dans le reste du pays. C'est ça, exactement. La différence, par exemple, avec d'autres cas où on a vu de l'implication d'acteurs chinois dans l'orpaillage illégal en Afrique ou même dans d'autres pays d'Amérique latine comme la Bolivie ou la Colombie, il y avait une implication directe des acteurs chinois. On avait des mineurs chinois qui étaient directement dans l'extraction d'or dans les sites illégaux. En Guyane, les acteurs chinois, les comptoirs chinois participent indirectement à l'orpaillage illégal et ne sont pas situés sur le territoire guyanais, mais uniquement au Suriname. Alors c'est le long de la rive du Maroni, à Paramaribo, à Albina, en face de Saint-Laurent-du-Maroni ou en face de Maripasoula. Oui, donc plus de comptoirs chinois en Guyane grâce aux opérations Harpie? Oui, exactement. C'est là un des succès de l'opération Harpie, c'est d'avoir pu maintenir un seuil plus bas, disons, d'avoir pu contenir l'installation, l'implantation d'acteurs chinois, de ces comptoirs dans la zone. Et aussi, un des succès de l'opération, c'est de permettre... Il y a toujours des sites actifs, on parle d'environ 300 sites actifs, mais ils ont permis de contenir ces sites et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une très grande mécanisation des sites. Par exemple, il n'y a pas de pelleteuse, en tout cas le long du Maroni, et on voit vraiment la différence par rapport au Suriname.
euh, voilà l'ampleur des sites qu'il peut y avoir, l'ampleur des dégradations. Est-ce qu'on arrive à savoir les raisons pour lesquelles, à la différence de certains pays africains comme le Ghana, les Chinois n'extraient pas l'or directement en Guyane et au Suriname? C'est une question alors je pense l'explication principale, c'est le contexte régional. On a des orpailleurs brésiliens qui maîtrisent ces activités, qui sont implantés de très longue date, et sur lesquels, en fait, par opportunité, les comptoirs chinois, certains individus chinois au réseau chinois sont venus s'implanter. Et donc, ils ont bénéficié d'un environnement et ils se sont mis sur un axe précis de toute la filière de l'orpaillage illégal, qui est l'approvisionnement, la filière logistique, et ensuite, avec les relais à Paramaribo, la filière de raffinage de l'or et d'export et de blanchiment globalement. Alors, ça fait plusieurs fois que vous en parlez, ces comptoirs chinois, pour quelqu'un, disons, voilà, qui ne serait jamais allé sur le Maroni, à quoi est-ce qu'ils ressemblent et qu'est-ce qu'ils font, très concrètement? Globalement, c'est des grands magasins qui font à la fois magasins et hangars. Ils vendent des produits pour leur paillage illégal, donc c'est des moteurs, des pompes, des quads, des tuyaux, des lances, etc. Et ils vendent aussi des produits du quotidien. Et c'est toute la complexité aussi d'ailleurs, c'est qu'on a une partie de la population locale, à Maripasoula par exemple, qui est aussi dépendante de ces commerces, où tout le monde peut aller chercher des produits du quotidien, qui alimentent donc à la fois les sites d'orpaillage, et toutes les activités interlopes illicites qui gravitent autour, et la population locale. Et c'est des magasins où les équipements d'orpaillage illégal sont préempaquetés, prêts à être transportés, acheminés jusqu'en forêt. Ouais, et du coup, la conséquence de leur activité, c'est évidemment que ça complique côté français la lutte contre l'orpaillage illégal, mais ça fait aussi la part belle à des trafics en tout genre, armes, stupéfiants, prostitution, et puis ça, pour le coup, tout le monde le sait ici en Guyane, les commerçants de l'ouest du territoire, en fait, ils font pas le poids face au comptoir chinois du Maroni. Économiquement, ils font pas le poids. Exactement, et ils ont bâti tout un monopole depuis leur implantation courant des années 2000, parce qu'ils ont une force logistique et une offre en toute concurrence par rapport aux commerces implantés à Maripasoula ou ailleurs. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ces commerces chinois permettent une résilience importante des orpailleurs illégaux face à l'action des forces de l'ordre. Plus les forces de l'ordre interviennent aussi sur les sites et démantèlent des sites, plus en même temps, il y a un besoin de matériel et d'équipement à renouveler. Et c'est là où les commerçants chinois ont tiré leur force, c'est qu'ils peuvent répondre à ce besoin. Parce qu'ils ont une filière logistique importante, parce qu'ils ont des réseaux transnationaux. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le titre du rapport, mais c'était aussi ce maillage en fait qui permet leur positionnement et ce monopole le long du fleuve Maroni. Et vous allez quand même jusqu'à dire que sans tous ces acteurs chinois, toute la filière en fait liée à l'orpaillage illégal, elle pourrait pas tenir le coup. Oui, en effet, parce que s'il n'y a pas de carburant, s'il n'y a pas de moteur, s'il n'y a pas de mercure, qui est ensuite revendu dans ces magasins, les orpailleurs pourront pas faire leur business, ou en tout cas très difficilement. Et donc pour nous, c'est la filière logistique d'approvisionnement et la filière de l'or, beaucoup plus difficile à tracer, qui sont vraiment clés dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Alors on va entrer un petit peu dans le détail. Au-delà des comptoirs qui vendent du matériel, vous parlez de toute une chaîne d'approvisionnement en fait, qui part de Chine et qui va jusqu'à Maripasoula. Ça se traduit comment exactement ? Alors globalement, je pense qu'on va revenir avant de répondre entièrement à votre question, revenir sur un peu la caractérisation de la population dans ces comptoirs et un peu comprendre nous qui a été le gros de notre travail, c'était comprendre en fait vraiment qui sont dans ces comptoirs. Et un des éléments qu'on a pu démontrer et qui est aussi le cas dans certains pays africains, on voit une implantation par bassin géographique qu'on va avoir dans les commerces, dans les comptoirs le long du Maroni, les comptoirs chinois, beaucoup d'individus qui viennent de la même comté, même région en Chine, la région de Putian en l'occurrence, dans la région du Fujian, à l'est de la Chine, et qui se sont implantés un peu selon cette logique de bassin et d'entraide et de réseau.
ce bassin géographique un peu originel et important dans la mesure où il peut y avoir une partie de la base logistique qui part de là-bas. On le voit notamment dans le gang de Shanglin, qui opère au Ghana et dans d'autres pays africains, où une partie des équipements part directement, est acheminé dans ce comté qui sert de hub logistique, et ensuite acheminé vers les pays concernés. En l'occurrence, dans le cas de la Guyane et du Suriname, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des équipements qui partent de Chine, qui sont acheminés jusqu'à Paramaribo, et ensuite où on voit de très nombreux commerces chinois là d'équipements de miniers, et qui sont légaux d'ailleurs, hein, bien sûr, ou informels, parce que la situation au Suriname est un peu plus laxe, et qui ensuite transitent jusque dans les comptoirs via Albina et Albina 2. Donc en fait, si je vous comprends bien, il y a une double participation de tous ces acteurs chinois. Il y a l'acheminement du matériel depuis la Chine, et ensuite il y a tout ce qui concerne l'export de l'or illégal une fois qu'il a été prélevé. Oui, c'est ça. Alors il y a l'export et tout le blanchiment aussi de l'or qui est récolté. Alors là, c'est beaucoup plus difficile à déterminer, dans la mesure où il n'y a pas les mêmes protocoles qu'il peut y avoir. Alors déjà, c'est pas de la bauxite ou du minerai de fer qui est beaucoup plus important, enfin des volumes plus importants. Il n'y a pas non plus les mêmes protocoles que le diamant, par exemple. Et l'or est un matériel ductile, très malléable, qu'on peut facilement dissimuler. Donc c'est plus difficile de savoir. De ce qu'on sait, en tout cas, c'est que et c'était tout aussi l'intérêt de voir la convergence avec d'autres types de criminalité environnementale, comme l'exploitation illégale de bois ou d'animaux sauvages, le jaguar au Suriname, parce qu'on sait que l'or est ensuite acheminé et exporté parfois avec ce type de produit. On sait également qu'il est exporté vers Dubaï, vers les Émirats arabes unis, qui servent de plateforme ensuite, où il peut être après acheminé en Chine. Et il y a des réseaux assez opaques de blanchiment ou voilà. À quel point, Simon Menet, ça a été difficile de travailler là-dessus, sur ce sujet-là, de remonter un petit peu toute la filière. Vous dites bien que tout le système de transport et d'exportation de l'or, il est quand même très opaque. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Oui, exactement. Alors, il reste encore des zones d'ombre, et je pense que notre travail, c'est un travail préliminaire, une première étape qu'il faut absolument creuser. L'avantage qu'on a ici à la FRS et avec mon collègue Antoine, c'est qu'on parle chinois et on peut travailler sur les sources chinoises, donc qui nous offre beaucoup d'informations. On a aussi fait un travail de terrain. On était au Suriname et en Guyane en janvier-février 2023. Donc on a pu, avec ces deux angles, commencer à construire, à comprendre les réseaux qu'il y a sur place, qui sont développés, et bout après bout, un peu de connecter tous les éléments qu'on a pu voir, et parfois où on avait du mal à les mettre en lien. C'est par exemple les réseaux, la connaissance, et c'était pour ça qu'on a aussi beaucoup parlé des communautés chinoises, c'était pour comprendre éventuellement certains, par exemple les gérants de comptoirs d'or basés à Paramaribo. On a pu déterminer qu'il y avait des liens avec l'ambassade de Chine, parce que on avait fait un long travail de détermination un peu des organisations communautaires chinoises, de leurs figures, de leurs leaders, et ensuite trianguler tout ça. Ouais, et d'ailleurs, dans votre étude, vous ne parlez presque pas de la communauté chinoise en Guyane. Pour quelle raison? C'est parce que vous n'avez rien trouvé, ou bien vous gardez ce sujet-là peut-être pour une future étude? Parce que c'est peut-être un peu plus sensible, parce que le but, d'abord aussi, c'est que les magasins chinois sont au Suriname. Les comptoirs chinois sont au Suriname, et la plupart des filières sont au Suriname. Et donc le point névralgique, ça reste Paramaribo et le Suriname. Donc ça nous paraissait beaucoup plus important de se concentrer là-dessus. Et aussi, voilà, c'était l'idée, c'était d'approfondir sur l'influence chinoise aussi au Suriname, qui permet ensuite certaines activités illicites. En tout cas, qui facilite. Le Suriname, justement, la raison principale que le Suriname soit
à ce point intégré dans toute la logistique internationale du trafic d'or, c'est la corruption, le manque de moyens des forces de l'ordre et puis les liens qui sont quand même hallucinants entre toutes les sphères de la société surinamaise, le monde politique, les élus, c'est ce que vous expliquez et c'est ce que vous détaillez d'ailleurs très longuement, mais aussi des entreprises, des associations, des membres du gouvernement, il y a même les casinos de Paramaribo, tout ça c'est d'un côté, et puis de l'autre, il y a les autorités chinoises. Mais c'est ça, alors les autorités chinoises, encore une fois, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas Pékin et le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois qui est derrière. En revanche, il y a des autorités au niveau local. Donc on va voir au niveau de Putian, par exemple, encore une fois, dans le Fujian, ces autorités locales qui peuvent apporter un soutien. Et on l'a vu à l'occasion de certains incidents où elles se sont mobilisées. On sait également que, par exemple, dans certains comptoirs chinois, il y avait des anciens cadres locaux, des secrétaires de villages en Chine qui étaient après travailler dans ces comptoirs. Donc déjà, c'était un des premiers éléments. Et ensuite, oui, avec les autorités surinamaises, certaines élites surinamaises, et vous l'avez rappelé, le contexte politique assez délicat. Hein, on était aussi face à un narco-État et qui facilite ce type de comportement avec un vice-président au Suriname qui est impliqué dans l'orpaillage. Alors, il faut bien rappeler qu'au Suriname, l'orpaillage n'est pas illégal, il est informel, il est toléré. On est dans une zone un peu plus, une zone d'ombre ici, où certains acteurs de la vie politique cherchent à davantage réglementer, mais c'est encore délicat. Et Pékin dans tout ça, Simon Menet, le gouvernement chinois, est-ce qu'on arrive à peu près à savoir comment est-ce qu'il se positionne par rapport à ce que certains de ses ressortissants font en lien, en rapport avec leur paillage illégal ? Pour le gouvernement chinois, de ce qu'on peut voir et ce qu'on a pu analyser, on voit un soutien tacite dans certains cas, voire un encouragement au niveau des autorités, des gouvernements locaux, de certaines activités d'orpaillage illégal. Pour vous donner un exemple, pas dans le cas guyanais ici, mais dans le cas du Ghana ou de certains pays africains, on a les autorités locales en Chine qui encouragent leur population, à Shanghai en particulier, d'aller faire de l'orpaillage à l'étranger, parce que c'était des comtés qui étaient historiquement pauvres et qui avaient besoin de se développer. Et l'orpaillage était perçu comme déjà une de leurs compétences et un des moyens de renforcer le développement de la zone. Donc on a cette perspective-là. Ensuite, on a une politique du gouvernement chinois au plus haut niveau de renforcer la sécurité en matière d'approvisionnement énergétique, d'approvisionnement minéral, sécurité des ressources minières, qui se matérialise par une politique d'investissement à l'étranger et d'encouragement via notamment la politique de going out au début des années 2000 et maintenant ce qu'on connaît les nouvelles routes de la soie. Et donc on a cette politique d'encouragement des investissements. Dans certains cas, il y a une opacité au niveau de ces investissements et ils peuvent s'accompagner d'activités illicites. Et c'est là où ça pose problème dans la mesure où les autorités chinoises peuvent être au courant mais n'agissent pas forcément pour les arrêter complètement ou mettre un terme définitivement. Voilà. Oui, et à chaque fois, cet encouragement-là, il se fait en jouant sur les fragilités de certains États en Afrique. On en a dit quelques mots avec le Ghana, par exemple, mais aussi en Amérique du Sud avec le cas du Suriname. C'est à peu près le même modèle, en fait. Bien sûr, et ce qu'il faut voir, c'est que les acteurs chinois et les autorités chinoises comprennent la situation locale et vont travailler parfois avec c'est aussi les acteurs locaux, les élites locales qui facilitent en fait ce type d'activité. On le voit par exemple au Ghana où c'est la population locale, enfin l'implantation des acteurs chinois dans leur paillage illégal, c'est fait avec le concours de la population locale qui avaient des propriétés foncières, des choses comme ça, des revenus fonciers, qui en tiraient de ces activités. Idem au Suriname, où il y a une opacité et certains acteurs locaux qui peuvent tirer profit de ces activités. Pour revenir à la Guyane et au Maroni, autre point, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous parlez de la flexibilité des commerçants chinois pour expliquer leur monopole en fait dans ce trafic, c'est-à-dire ils travaillent de quelle manière ? Alors ils travaillent sur leur fonctionnement. Ils ont sur l'organisation des commerces, globalement, les gérants des commerces sont basés à Paramaribo.
Ils ont ensuite leurs propres gérants. Alors ils sont généralement d'origine chinoise ou ressortissants chinois. Ils ont des gérants sur place qui sont également d'origine chinoise. Et ensuite, ils vont aussi avoir des employés locaux, des gardes armés, souvent des forces de sécurité surinamaises. On retrouve un peu l'idée de corruption et de problèmes de transparence là-dessus. Et des employés locaux ou chinois qui travaillent dans ces commerces. Ils sont ensuite, et c'est toute la chaîne d'approvisionnement logistique, soutenus par des réseaux logistiques qui sont basés à Paramaribo, à Albina, et qui permettent ensuite un approvisionnement continu par pirogue ou par avion dans une moindre mesure, parce que c'est beaucoup plus cher. Ils permettent un approvisionnement continu des appareils, des équipements, des appareils d'orpaillage illégal. Sur ce point, sur le Suriname, j'aimerais savoir si vous avez interrogé les affaires étrangères, l'ambassade de France au Suriname, les forces armées, parce que ce que vous montrez, c'est quand même incroyablement précis. Quand nous, médias, on essaye de faire réagir les autorités françaises de manière générale, le discours qui revient tout le temps, c'est de dire le Suriname est sur le bon chemin, il y a des efforts de fait, mais là, en vous lisant, on se rend compte quand même que c'est pas du tout le cas. Alors, il y a deux éléments. Premièrement, je pense qu'on est parti globalement assez loin au Suriname, en particulier sous l'ère du président Bouterse, et on a un nouveau gouvernement qui veut faire plus. Et aussi, on le voit en matière de coopération de police et d'application de la loi entre la France et le Suriname. Il y a des progrès substantiels ces derniers mois et derniers mois globalement. Et j'ai échangé même avec des politiques, des députés surinamais, des fonctionnaires surinamais, et il y en a, en tout cas pour ceux avec qui j'ai échangé, un réel intérêt pour faire bouger les choses, pour pouvoir réformer le paysage minier surinamais. Et donc il y a tout un élan très positif de ce côté-là. Après, c'est pour ça, sur notre étude, on peut avoir des éléments précis. C'est aussi parce que l'accès aux sources chinoises. Et donc, c'est possible que certains éléments avant, y compris dans l'administration, pouvaient ne pas avoir tout. Enfin, c'était aussi l'objectif de ce rapport, c'était de donner une image un peu plus précise du phénomène, de le caractériser en ayant vraiment des sources primaires chinoises et un accès privilégié. Simon Menet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, je le rappelle et je le dis à tout le monde, votre étude est accessible en ligne. Ça s'appelle Comptoir et réseaux transnationaux chinois moteurs de l'orpaillage illégal en Guyane française. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée à vous. Radio